Dans la collection Bibliothèque de sciences humaines que Pierre Nora dirige chez Gallimard, Raymond Aron de l'Institut a publié au mois de mars un livre de plus de 600 pages, Les étapes de la pensée sociologique. Je ne vais évidemment pas en quelques instants analyser ce livre important où un maître de la sociologie contemporaine expose et confronte sa réflexion avec ce qui lui paraît essentiel et actuel dans la pensée de Montesquieu, d'Auguste Comte, de Tocqueville, de Marx. Disons que ces fondateurs de la sociologie moderne représentent les uns et les autres, pour Raymond Aron, une zone, une ère de civilisation de la pensée sociologique contemporaine, et qu'après avoir fréquenté depuis de nombreuses années les congrès mondiaux de l'Association internationale de sociologie, Raymond Aron a senti la nécessité de montrer dans quel fond commun puisent des pensées qui paraissent opposer les sociologues soviétiques et les sociologues américains, parce qu'on a mis l'accent d'un côté sur l'histoire et une vision globale de la société, et de l'autre sur les faits sociologiques. Les sociologues empiriques occidentaux, écrit Raymond Aron, se refusent aux interprétations historiques de l'époque moderne en arguant qu'elles dépassent les possibilités de la science. À l'Est, ces interprétations sont antérieures à toute recherche et fondées sur les résidus d'une doctrine de la première époque, transformée par une ruse de la raison historique en orthodoxie étatique. L'Europe était bien choisie pour cette tentative de conciliation, car, nous dit Raymond Aron, dans les pays européens, comme dans ceux du tiers-monde, les deux influences idéologiques et révolutionnaires d'une part, empiriques et réformistes d'autre part, s'exercent simultanément, l'une ou l'autre étant plus forte selon les circonstances. Mais ce livre de Raymond Aron sur les étapes de la pensée sociologique n'est pas seulement une tentative de réconciliation de thèses opposées à partir du fond commun de la sociologie. C'est une réflexion sur le sens et la portée de la sociologie. La sociologie est, nous dit Raymond Aron, l'étude qui se veut scientifique du social en tant que tel. Mais il est bien évident qu'à chaque époque, il y a des idées sociologiques qui touchent plus que d'autres. Les conceptions des sociologues sont inséparables des conceptions philosophiques et de l'idéal politique de leur temps ou de leur milieu. Et cela est évident pour Comte ou Marx. Et c'est aussi évident pour Émile Durkheim, Pareto, Max Weber, dont Raymond Aron présente dans les 300 dernières pages de son livre la pensée sociologique. J'ai pensé qu'il serait intéressant de demander à Raymond Aron, au moment où il vient de faire paraître cette longue réflexion sur la pensée sociologique, de lui demander de dialoguer avec Michel Foucault, qui lui aussi, dans Les mots et les choses, ouvrage publié également dans la collection Bibliothèque des sciences humaines chez Gallimard, Michel Foucault qui a entrepris de méditer sur l'image de l'homme telle qu'elle sort de 2 siècles de sciences humaines. Je laisse donc la parole à Raymond Aron et à Michel Foucault. Dans le livre que je viens de publier et que j'ai appelé Les étapes de la pensée sociologique, peut-être en me souvenant du titre d'un livre de Léon Brunswick, j'ai fait figurer Montesquieu non comme un précurseur de la sociologie, mais comme un sociologue. Et au moment de commencer le dialogue avec vous, je me souviens que dans votre livre Les mots et les choses, que j'ai lu plusieurs fois, c'est-à-dire avec une extrême attention, vous faites figurer le XVIIIe siècle dans la période pré-moderne, celle qui n'a pas encore découvert les sciences sociales, l'épistémé typique des sciences sociales. Alors je voudrais vous demander comment vous situez Montesquieu dans votre perspective historique, sinon de la sociologie, du moins des sciences sociales en général. Vous pensez, je serais très embêté, en effet, si Montesquieu pouvait être considéré comme un sociologue à la manière des sociologues du XIXe siècle. En réalité, ce qui me paraît caractériser la pensée du XIXe siècle, ce serait plutôt, si vous voulez, l'existence des sciences humaines plutôt que l'existence des sciences sociales. La sociologie telle qu'elle est apparue au XIXe siècle, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une sociologie qui est toute centrée sur le problème de qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'essence humaine, quel est le rapport de l'individu et de la société, etc., alors que Montesquieu fait une lecture du fait social, du régime politique, des corrélations entre les structures constitutionnelles
ou institutionnelle des États, et puis les groupes sociaux, les classes, les catégories qui figurent, etc. Tout ça, c'est une lecture du fait social qui était parfaitement possible au XVIIIe siècle, qu'il était probablement déjà au XVIIe, et qui est peut-être incommensurable avec ce qui s'est passé au XIXe. Oui, dans mon système d'interprétation ou de lecture, que je considère comme un entre d'autres, et d'ailleurs je crois que vous-même vous admettez qu'on peut lire de diverses façons l'histoire de la pensée, Montesquieu est intermédiaire entre les philosophes politiques traditionnels et la pensée sociologique. J'insiste sur ceci que dans les premiers livres, disons en gros dans les 9 ou 10 premiers livres, Montesquieu est beaucoup plus un philosophe politique traditionnel avec une orientation sociologique qu'un sociologue proprement dit. Donc, même dans ma propre interprétation, Montesquieu appartient à une période charnière ou intermédiaire entre la philosophie politique de la tradition occidentale et les sociologues. Cela dit, dans ce que vous m'avez répondu, vous avez introduit déjà une bonne partie de ce que l'on appelle couramment la pensée sociale ou la pensée sociologique. Car l'interprétation des corrélations entre les différents secteurs de la société, c'est en gros la macro-sociologie d'aujourd'hui. Donc Montesquieu n'est pas pour vous un homme des sciences humaines ou des sciences sociales, parce que vous définissez celle-ci par une intention proprement philosophique. Du coup, j'ai envie de vous demander, si l'on considère Saint-Simon comme un des fondateurs de la sociologie, est-ce que Saint-Simon, à son tour, n'échappe pas à votre propre définition des sciences humaines ou des sciences sociales? C'est-à-dire, l'intérêt pour l'essence de l'homme, est-ce que ce n'est pas une intention philosophique que vous prêtez aux sciences humaines et qui n'est pas toujours évidente chez tous ceux qui ont pratiqué les sciences humaines au XIXe siècle? Est-ce que la sociologie ou les sciences sociales en tant que substitut de la philosophie, ce n'est pas votre lecture de ces sciences qui est visible dans la tradition hegeliano-marxiste, mais qui est beaucoup moins visible dans toute une partie de ce que l'on appelle aujourd'hui sciences humaines? Par exemple, si les surveys ou les enquêtes sociales du XIXe siècle sont une des grandes origines des sciences humaines d'aujourd'hui, est-ce qu'on y voit cette intention philosophique ou métaphysique? Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. En fait, quand j'ai parlé dans mon livre des sciences humaines, je mettais, si vous voulez, l'accent sur humaine, plus encore que sur science. Et je crois, en effet, qu'il y a eu une réflexion sur la société qui date, ma foi, de fort longues années, et bien antérieure au XIXe siècle. Ce qui caractérise le XIXe siècle, c'est, si vous voulez, l'inflexion humaine qui vient modifier, au niveau de la réflexion, ces conceptions, ces analyses, ces lectures, ces enquêtes sur la société. Et je dirais, si vous voulez, en gros ceci, c'est que, en effet, la perception du social en tant que social est certainement apparue tôt, peut-être au XVIIe siècle, au moment des grandes enquêtes quantitatives qui ont été faites en Angleterre et qualitatives qui ont été faites en Allemagne, enquêtes qui ont d'ailleurs eu leur écho en France avec Colbert. Bon, toute cette lecture, cette perception du social comme social, on en retrouve probablement la théorie chez Montesquieu, et ma foi, jusque chez les idéologues, il y en aurait certainement des traces. Au XIXe siècle, je crois que la restructuration du savoir concernant l'homme a modifié probablement le caractère de cette perception du fait social. Et je vous dirais que ce à quoi nous assistons maintenant, dans une œuvre comme la vôtre, ou dans une œuvre d'ailleurs fort différente comme celle de Lévi-Strauss, c'est la disparition de cette espèce de configuration anthropologique qui a modifié ou enveloppé la perception du social au XIXe siècle. Et on en revient à une lecture du social affranchie de cette structure anthropologique. Et je ne m'étonne pas que vous trouviez en Montesquieu, non pas du tout justement le précurseur d'une sociologie disons de type anthropologique, mais un sociologue au sens où vous l'êtes, au sens où vous l'entendez. Oui. Est-ce que je peux vous rappeler, parce que je suis sûr que vous la connaissez, ce que dit la grande encyclopédie au chapitre social? Et l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert dit à propos du mot social, mot nouveau. Donc au XVIIIe siècle, la notion de social est considérée comme une notion nouvelle. Et je pense que c'est très intéressant pour confirmer mon interprétation de Montesquieu. Montesquieu a raison de se considérer
comme un précurseur ou comme un créateur d'une science nouvelle, en ce sens que s'il avait dit sociologie explicitement à propos de l'esprit des lois, il aurait eu raison, car il y a une certaine conceptualisation du social. Et l'encyclopédie Diderot et d'Alembert dit mot nouveau pour désigner les qualités qui font un homme de société. Dans ce sens, on peut dire qu'il y a une conceptualisation des relations interpersonnelles ou du social, différencié, si l'on peut dire, de l'économie, du politique et ainsi de suite. Et ce qui est l'originalité de la conceptualisation du social, c'est de voir ou bien un social sous-jacent à toute activité politique ou économique, ou bien de voir un social englobant les différents secteurs de l'activité humaine, ou englobant les différentes activités spécifiques que nous pouvons appeler religieuses, juridiques, politiques, etc. Cela dit, quand vous dites anthropologique, vous entendez anthropologique au sens philosophique d'une conception de l'homme. Et alors, la question que je voudrais vous reposer, vous dites que la dimension anthropologique disparaît de la sociologie de Lévi-Strauss ou de la mienne. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi bien l'inverse? Car Lévi-Strauss présente sa sociologie comme une espèce de philosophie de la raison impure, ou comme une théorie de la façon de penser immémoriale et permanente au-dessus ou au-delà de la façon de penser scientifique. Et simultanément, quand je pense à moi-même, j'ai le sentiment de chercher dans la société les différentes figures du destin humain, mais sans avoir la prétention de trouver la réponse. Or, ce qui me paraît spécifique de certaines pensées du XIXe siècle, c'est de croire qu'on trouvait la réponse dans la sociologie. Moi, je crois que l'interrogation anthropologique survit dans la sociologie, même empirique, ou dans les sciences sociales, même empiriques d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous penseriez de ma réponse, accord ou désaccord? Eh bien, lorsque vous dites que la sociologie, enfin votre sociologie ou celle de Lévi-Strauss, sont anthropologiques, est-ce que vraiment vous donnez au mot anthropologique sa dimension la plus évidente et après tout la plus restreinte? J'ai l'impression que par anthropologique, là vous entendez, disons, philosophique. En gros, n'est-ce pas, dans une pensée comme la vôtre ou celle de Lévi-Strauss, l'homme est bien référé, ou les faits humains sont bien référés à des structures, des conditionnements, des configurations qui sont d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre politique, d'ordre purement structural ou logique chez Lévi-Strauss. Or, ces structures ne peuvent pas être référées à quelque chose comme l'existence humaine définie par l'expérience, la conscience de soi, ou l'inconscient, ou l'originaire. Et je crois que tout de même votre grand débat d'autrefois avec l'existentialisme se situe bien à peu près dans cette dimension. C'est-à-dire que pour vous, l'existence humaine est à référer à des structures et à des conditions au lieu d'être référée à sa propre activité de fondement. Vous n'êtes pas fichéen, si vous voulez. Je ne suis certainement pas fichéen, et je pense que, et vous pensez comme moi, que toute existence humaine est socialisée. Et d'une certaine façon, ce qui fait à la fois peut-être la grandeur et la tragédie de la destinée humaine, c'est que nous ne pouvons pas concevoir une humanité qui ne soit celle d'une certaine société. Et une des raisons peut-être pour lesquelles les guerres sont difficiles à éliminer, c'est que l'homme ne peut pas ne pas donner une valeur absolue à ce qu'il est. Ce qu'il est au plus profond de lui-même est fait par la société à laquelle il appartient, de telle sorte que toute anthropologie est à nos yeux en même temps une sociologie. Mais ce qui signifie aussi qu'aucune sociologie n'est finale. De telle sorte que vous avez raison de dire que si l'anthropologie se définit par quelque chose d'originaire, par une destination donnée dès le point de départ dans la conscience, nous sommes anti-anthropologues. Mais si nous essayons à chercher au-delà de la diversité des sociétés ce qu'est la destination humaine, enfin si, comme je l'ai écrit il y a 40 ans, nous cherchons la destination humaine au-delà de la destinée, est-ce que les sciences sociales ne nous ramènent pas à une interrogation philosophique sans cependant nous donner la réponse?
De telle sorte que quand j'essaye de défendre à la fois une sociologie empirique et une sociologie philosophique, je dis la donnée, c'est que notre conscience est inévitablement socialisée. Mais que cette socialisation, quand nous en prenons conscience, nous oblige à nous interroger sur quelque chose qui dépasserait chaque socialisation particulière. Et de cette manière, je crois qu'on retrouve la philosophie, et même une certaine philosophie existentielle, non pas en deçà de la sociologie, mais au-delà. Ce en quoi j'étais non existentialiste, et en quoi je suis contre, par exemple, la critique de la raison dialectique, c'est cette extraordinaire prétention de faire un fondement de la sociologie à partir de la conscience nue, cependant que je crois que toute sociologie poussée jusqu'au bout repose des questions philosophiques. Ce qui m'amène, pour ainsi dire, à vous poser une autre question. Vous dites à la fin de votre livre, c'est que la mort de Dieu entraîne la mort de l'homme. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes aujourd'hui, par les sciences humaines, plus conscients du problème de l'homme que nous ne l'avons jamais été? Et êtes-vous sûr de voir déjà l'épistémé où il n'y aurait plus de sciences humaines? Est-ce que vous n'êtes pas nietzschéen à ce moment-là? Est-ce que vous ne sortez pas de votre propre méthode de l'analyse de l'épistémé des différentes époques? Si vous voulez, je dirais que la configuration épistémologique, dont la mort de Dieu annonce probablement la fin, cette configuration, on peut la définir d'un mot, c'est la revendication pour l'homme du droit à être sujet et objet de la philosophie et du savoir qui porte sur lui-même homme. Ce que vous avez fait, je crois, dans votre œuvre sociologique, ce qui se passe actuellement, c'est la dissociation entre, si vous voulez, l'homme comme objet de la philosophie et puis l'homme comme sujet de sa propre expérience. J'ai dit tout à l'heure objet de la philosophie, je voulais dire objet du savoir, objet des sciences humaines, etc. Il est évident que l'homme, comme sujet de sa propre expérience, appartient à une société, à une culture, appartient à un champ qu'on doit pouvoir structurer. J'emploie structurer au sens faible, c'est-à-dire au sens large du mot. Donc à un champ qu'on peut structurer. Ceci dit, l'homme comme objet de la réflexion, comme objet du savoir, comme objet de l'analyse, c'est un champ qui est évidemment entièrement ouvert pour nous. Et je crois que votre œuvre, précisément, l'a ouvert. Mais l'a ouvert par une dissociation entre l'homme sujet et l'homme objet. Si vous voulez, un postulat anti-fichteen qui me paraît caractériser la pensée contemporaine. Oui, je ne voudrais pas poursuivre ce dialogue parce que je ferai immédiatement une réserve sur la tendance fichteenne et la tendance hegelienne, et vous me diriez que les deux font partie de la même épistémé, et nous serions obligés de nous élever à un niveau d'abstraction et d'air raréfié, où le sociologue que je suis à moitié devenu respirerait difficilement. Alors j'aimerais mieux vous pousser sur un autre point qui m'intéresse beaucoup et qui en même temps est difficile pour vous. Vous montrer à quel point les épistémés des différentes périodes sont différentes. Traduisons épistémé en langage ordinaire et disons qu'il y a une structure de pensée propre à chaque époque, et d'une certaine manière, vous suggérez que l'on ne peut pas penser simultanément dans deux époques. S'il s'agissait par exemple de l'histoire de la science économique, je serais tenté de vous suggérer que l'épistémé de chaque époque, ou la façon de penser de chaque époque, comporte tout de même à titre de germe les manières de penser des autres époques, c'est-à-dire que les manières de penser sont moins radicalement différentes que vous ne le faites. Et j'aimerais, si j'avais le temps, discuter avec vous de la relation entre l'histoire de la théorie économique de Schumpeter et votre propre vision du développement de la science historique. Ces deux interprétations sont aux deux pôles opposés. Schumpeter montre le développement continu d'une théorie économique et vous montrez la séparation radicale entre les façons de penser économiques, ce qui signifie qu'il y a deux lectures possibles du passé de la science économique, et comme dans ma jeunesse j'ai montré la pluralité légitime des interprétations, je ne peux pas me contredire moi-même. Mais je voudrais vous suggérer dans quelle structure de pensée ou dans quel épistémé êtes-vous. Et si vous êtes à la fois dans l'épistémé déjà passé et dans celle qui s'annonce, vous démontrez par votre propre exemple qu'on peut être à la fois dans deux façons de penser. C'est-à-dire où vous situez-vous
C'est-à-dire quel est le point à partir duquel vous montrez la séparation irréductible des façons de penser, tout en niant cette irréductibilité par votre être même. Écoutez, à toutes ces questions, je vais tâcher de répondre par 2 ou 3 phrases, enfin disons 2 ou 3 rubriques. Premièrement, la discontinuité. La discontinuité, bien sûr, c'est un très grave problème, mais vous savez bien que c'est un problème qui se pose aux historiens. Le problème de la périodisation dans l'histoire économique, dans l'histoire sociale se pose. Il n'y a pas de raison que les historiens des idées soient en retard du point de vue méthodologique sur les historiens de l'économie ou des sociétés. Dans le domaine des idées, il y a des problèmes de périodisation qui se posent. Et cette périodisation est relative au niveau auquel on se place et à l'objet qu'on choisit. Deuxièmement, je suis peut-être discontinuiste dans le temps, mais disons que j'ai tout de même été, enfin j'ai la vanité, c'est ma seule vanité à propos de ce livre, j'ai la vanité d'avoir établi, je crois pour la première fois, la continuité synchronique, les rapports de simultanéité qu'il y avait entre des champs épistémologiques aussi différents que l'étude du langage, l'étude de l'économie et l'étude de la biologie. Donc j'ai acheté une discontinuité au prix d'une continuité ou inversement, comme vous voulez. Mais ceci, c'est tout le problème de la lecture historique, problème qu'il va bien falloir remettre à l'ordre du jour, maintenant que peut-être les débats sur la structure sont un peu épuisés. C'est l'histoire qui nous pose actuellement des problèmes, et pas la structure. Maintenant, vous me demandez où je suis, je vous répondrai tout simplement aujourd'hui. Et peut-être est-ce que le rôle du philosophe actuellement, c'est d'être non pas le théoricien de la totalité, mais le diagnosticien, si vous me permettez ce mot, le diagnosticien d'aujourd'hui. La philosophie consiste à diagnostiquer et il est évident que tous les découpages, toutes les périodisations, etc. s'organisent autour de cette coupure, de cette ouverture dans laquelle nous sommes et qui est aujourd'hui. Il me semble d'ailleurs qu'en disant ça, je fais écho au moins au souvenir que j'ai de la lecture de l'introduction à la philosophie de l'histoire. En vous écoutant, j'avais envie précisément d'évoquer mon passé, car vous me répondez avec beaucoup de gentillesse que l'aujourd'hui se définit par l'ouverture sur l'avenir, ce que j'avais essayé de dire dans le passé, mais je ne suis pas absolument sûr que notre accord soit aussi total que la politesse l'implique actuellement, car malgré tout, vous impliquez une discontinuité qui est dans une certaine mesure contradictoire avec ce que j'entendais par l'ouverture sur l'avenir, mais ça nous ramènerait à votre problème de la discontinuité que vous avez tourné gentiment en parlant de la continuité dans le moment. Mais la continuité dans le moment, c'est un peu la structure ou la totalité, ce qui serait une manière de relancer notre dialogue.